Bonjour et bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Les transformer ou les diluer, comme le dit si bien Camille Griselin, fondatrice de l'hypnose sagesse. L'objectif n'est pas de les supprimer, mais de faire en sorte qu'elles prennent moins de place en ajoutant d'autres croyances. Nous sommes un tout, et les croyances ne sont limitantes que si elles prennent trop de place dans notre esprit. Nous questionnons également les croyances externes, soit les perceptions que nous avons du monde et des choses. C'est en ce sens que le podcast s'appelle « Destin flottant », puisque notre destin flotte, changeant en permanence en fonction de nos perceptions. Je suis Anaïs et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Je travaille aujourd'hui pour des projets humanitaires et environnementaux à l'étranger, ce qui ne cesse de bousculer mes propres croyances héritées de mon éducation occidentale. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques ou vos questionnements sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invité aujourd'hui est coach, accompagne les femmes débordées à se connecter à leur corps et à leur puissance féminine afin de créer une vie qui leur correspond. Grâce au corps, on agit sur le microcosme de notre vie, reflet du macrocosme universel. À la suite de 2 burn-out, elle remet sa vie en question, autrefois axée sur le faire de l'énergie masculine, et fait place à son énergie féminine, non entendue jusqu'alors. Bonjour Caroline Sangès. Bonjour Anaïs. Alors j'aime bien commencer par connaître les perceptions du monde de mes invités, antérieures à leurs différentes prises de conscience. Donc étant plus jeune, Caroline, comment percevais-tu le monde ? Wow, vaste question. J'ai grandi dans un milieu très privilégié au sens de l'environnement, parce que j'ai grandi en station de ski. Et aussi très compétitif, parce que j'ai fait du sport du coup très jeune et du sport de compétition. Et je percevais le monde, je pense, à la fois comme un espace de curiosité, parce que j'ai toujours été très attirée par le voyage et ce qui se passait ailleurs. On m'a transmis ça très jeune. Et aussi un lieu où il fallait vraiment faire sa place, en fait. Quelque chose d'assez compétitif et d'assez, entre guillemets, «menaçant», même si c'était pas vraiment l'énergie, parce que j'ai jamais été en danger, mais c'était plus, voilà, il fallait vraiment jouer des coudes, en fait, pour pouvoir faire sa place. Donc je pense que c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Et aussi avec la perception que ça m'a été donné par mon enfance et mon contexte familial, mais un peu la perception qu'on pouvait compter que sur soi. Et quelles Donc étaient tes valeurs justement par rapport à ce milieu-là ? j'ai très vite eu la sensation que les adultes pouvaient pas grand-chose pour moi, qu'il allait falloir se débrouiller. Parce que j'ai un contexte familial qui, même s'il était très loin d'être catastrophique, au regard de beaucoup de gens, était pas simple non plus. Et j'étais l'aînée, donc il a fallu que je prenne beaucoup de choses à bras-le-corps, entre guillemets. Et toujours un peu cette sensation que les adultes faisaient n'importe quoi, en fait. Qu'il y avait quelque chose qui était vraiment pas sain et déconnecté, et que du coup, on pouvait pas vraiment compter sur ces générations-là pour nous emmener dans la bonne direction, entre guillemets. Ça a toujours été quelque chose chez moi, une forme d'incompréhension par rapport au monde qui nous entoure, de dire: «Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est quand même bizarre». Donc, il y Comme avait quoi, par exemple ? hem en termes de relationnel, hein, par exemple, en termes de mode de communication, moi j'ai toujours été très sensible à ça, et du coup, de voir l'agressivité ou les schémas qui sont sous-jacents à la communication des gens, quand on est un enfant et qu'on voit des adultes agir comme des enfants blessés, ça pose question, en fait, vraiment, sur
sur la direction et ce cadre qui est censé être sécurisant et qui au final l'est pas du tout parce qu'on se retrouve confronté à des gens qui ont fait comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, mais qui du coup sont pas des ancres stables et réconfortantes en fait. Donc du coup, voilà, ça demande toujours d'être en hypervigilance. Voilà, donc c'est ça. Après mes valeurs, au-delà de ça, j'ai toujours eu vraiment cette idée de créer sa propre route, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que une forme de rébellion par rapport au système, quand j'étais ado, j'aimais bien dire que de toute façon, c'est soit je devenais homme politique, soit je devenais terroriste. Il y avait vraiment quelque chose où j'étais tellement, voilà, tellement touchée intérieurement par l'injustice du monde et en même temps, voilà, la sensation qu'aussi on n'est pas obligé de suivre les chemins et qu'on peut faire différemment. Et ça, par contre, c'est vraiment merci à mes parents qui m'ont toujours dit que j'avais le choix, en fait, de faire ce que je voulais et que je pouvais aller chercher tout ce que j'avais souhaité. J'ai beaucoup voyagé. Donc, vraiment, je dirais, ce qui m'a été transmis enfant, c'est à la fois ce côté un peu compétitif, une forme d'insécurité, mais en même temps une ouverture gigantesque au monde, en fait, et au possible. Donc ça crée un mélange. Un mélange. Et vers quel métier tu t'es dirigée au début? Alors, quand j'étais adolescente, rapidement, j'étais plutôt bonne élève en fait, et on m'a orientée vers des filières un peu entre guillemets «prestigieuses». Heu, et je devais rentrer en école de commerce. Et là, clairement, il y a eu par rapport à la thématique de ton podcast, tu vois, ça a été un grand déclic où en fait, je me suis retrouvée dans ces sélections assez drastiques à Lyon avec plein de gens pour rentrer dans cette école de commerce qui était hyper cotée et tout. Et en fait, je regardais les gens autour de moi et je me disais, mais c'est absolument pas ce que je veux faire et je veux pas être là et c'est pas pour moi en fait. Je sentais comme si ça allait être une prison en fait. Je le percevais. Et du coup, au grand désespoir de mes parents, j'ai été prise et je ne suis pas allée. J'ai refusé. En plus, pour aller faire barmaid en boîte de nuit en station, ce qui n'était pas exactement la vision de mes parents pour moi à l'époque. Mais sans regret, ça m'a donné d'autres expériences, mais ça a été vraiment un moment où j'ai bifurqué, en fait. J'étais déjà un peu rebelle, mais alors là, j'ai dit: «Non, stop, en fait. Cette vie-là, c'est pas la mienne, quoi». Et tu as des frères et sœurs? Comment tu te positionnais alors dans la fratrie? Parce que tu as dit que tu étais l'aînée, Ouais, absolument. parce que et souvent, enfin, on dit souvent que les aînés, se modulent plus, aux attentes des parents, alors que les suivants beaucoup moins. Alors que toi, dès le début, en fait, même en étant l'aîné, tu dis: «Non, tant pis, je vais trahir mes parents, Ouais, je vais trahir leurs attentes». ouais, j'étais pas un aîné consensuel, clairement pas. J'ai 2 frères en fait, normalement, on était 4. J'ai un frère qui est décédé il y a un certain nombre d'années. Mais du coup, maintenant, on est 3 et je suis l'aînée effectivement, de pas mal d'années en plus parce que ma sœur a 6 ans de moins que moi. Et j'ai toujours été un peu à la fois, celle qui va remettre le système en question, beaucoup plus que mes frères et sœurs au final. Parce qu'en fait, je crois qu'ils sont arrivés dans un milieu assez confortable où j'avais déjà fait le ménage. Et aussi en défenseur de mes frères et sœurs. Donc j'avais une position assez, frontale avec mes parents pour le coup. Donc non, non, moi je suis arrivée, en aînée, le mot qui me vient là, c'est dévastatrice en fait, mais c'était vraiment ça. Voilà, je leur ai tout fait et en même temps, j'ai fait en sorte que, voilà, il y ait pas de en fait, le peu qui restait d'une forme d'éducation consensuelle, bourgeoise de mes parents, je leur ai fait exploser au visage, avant que mes frères et sœurs ils aient à le subir. D'accord. Ah oui, donc tu avais déjà un peu ce rôle, de faire bousculer, des croyances déjà très jeunes. Mmh. Hem, alors tu viens de dire que tu as un frère décédé. Ouais, Est-ce qu'on peut en parler ou absolument, ouais. ouais? Ouais, ouais. Comment c'est arrivé et qu'est-ce que ça a pu changer en toi? Alors c'est une longue histoire parce que mon frère en fait est né microcéphale, donc en fait c'est une malformation, de naissance, il avait un tout petit cerveau en fait. Il avait juste les parties, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait les parties qui dirigent tout le système vital, qui fonctionnaient, mais par contre toutes les parties, le lobe frontal, toutes ces parties qui sont liées à la communication, à d'autres formes d'évolution humaine étaient pas développées chez lui, liées à
c'était des jumeaux en fait. Il y en a un qui est décédé, ça a arrêté le développement de l'autre. Donc du coup, il est né très handicapé. Il a été chez nous pendant quelques années, ça a été très compliqué. Du coup, après, il a été placé en pouponnière. Et moi, j'ai fait tout un chemin là-dessus, dans le sens où je pense que c'est mon frère qui m'a amené au développement personnel. Parce que ça a fait exploser ma famille à plein de niveaux, parce qu'un enfant très handicapé, c'est émotionnellement très lourd et dans un couple, ça vient, si le couple est pas solide, en fait, c'est très compliqué et du coup, on s'est retrouvés, moi et ma sœur à devoir, stabiliser une situation qui était compliquée et lourde et j'ai en fait, comme j'avais pas forcément de soutien autour de moi, j'ai été chercher mes solutions, donc c'est moi qui a d'ailleurs, c'est moi qui à 14 ans suis a pris rendez-vous chez un psy, en fait, volontairement parce que je sentais que j'en avais besoin et puis il y a eu psy, puis il y a eu, constellation familiale et donc c'est vraiment mon frère qui m'a amenée là-dedans, de par qui il était, du coup, par notre discussion et moi j'ai fait mon chemin par rapport à ça parce que, il m'a aussi, je pense, en fait, si tu veux, sa naissance a été extrêmement complexe, il a été beaucoup réanimé, il y a eu beaucoup d'acharnement thérapeutique, et puis même après, ça a été très compliqué avec le milieu médical. Et en fait, moi, j'avais une énorme colère sur le médical et j'ai été faire une formation d'infirmière plus tard. Et du coup, dans le cadre de ma formation, j'ai fait des stages dans la pouponnière et l'hôpital de mon frère. Donc j'ai vraiment l'occasion de passer du temps avec lui tous les jours et de vivre ça très différemment et en fait, pour moi, c'est un de mes anges gardiens clairement et j'entretiens toujours une relation avec lui aujourd'hui donc je dirais que de ma famille, je suis peut-être celle qui a eu le plus de liens et en même temps, qui ait le plus de gratitude face à cette situation en fait, qui a été très dure à plein de niveaux mais en fait, moi je sais à quel point ça m'a ouverte et à quel point il m'a guidée vers, encore plus d'ouverture à l'autre, encore plus de tolérance, d'empathie et d'avoir toujours ce truc de me dire, «OK, peut-être que là, la personne que j'ai en face, elle est peu importe le comportement, mais en fait, on connaît pas la vie des gens». Donc du coup, c'est important de toujours prendre un peu de recul et pas de mettre les gens dans des cases et moi, ça m'a beaucoup apporté ça aussi. Oui, on en parlait en hors antenne où tu me disais qu'avant tu avais plutôt cette énergie, assez dominatrice ou même, peu compréhensive, de l'autre. Mmh. Donc en fait, dès ta jeunesse, c'était en train de se modifier à ce moment-là de par l'expérience avec ton frère? Alors j'ai la sensation, là, tu vois, d'en parler avec toi et d'avoir un peu cette vision que en fait, je suis arrivée avec, quelque part une forme d'ego, très, fort et très, voilà, je suis comme ça et en fait que la vie m'a très vite amenée dans des trucs où il a fallu que je module, que je sois à l'écoute de l'autre et que je comprenne qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on fonctionne parce que ça génère trop de souffrance et moi je suis Scorpion, et j'étais un vrai Scorpion quand j'étais jeune, avec, la capacité empathique, extrêmement développée, mais aussi cette capacité à aller piquer là où ça fait mal. Donc le négatif du Scorpion, parce qu'il y a plein de positifs, mais donc du coup, oui, je pense que la vie m'a vraiment amenée dans ce très, très tôt dans, l'empathie, l'écoute, la perception de l'autre et l'ouverture, en fait. Et toi-même, comment tu te percevais, durant ta jeunesse? J'ai assez peu de souvenirs de mon enfance à ce niveau-là, à part que quand je regarde les photos, j'ai toujours l'impression d'avoir une adulte dans un corps d'enfant. C'est très curieux le regard que je pouvais poser, sur les choses et je pense qu'il y avait un peu de ça quand j'étais plus jeune, parce que j'étais a priori une enfant hyper, facile, j'allais partout, mais j'étais toujours très à l'écoute et très, en train d'analyser ce qui se passait. Plus tard, à l'adolescence, concrètement, j'étais bien dans une forme de rébellion, en fait, où, il y avait vraiment quelque chose que je porte toujours aujourd'hui, une forme d'incompréhension, en fait, face au monde qui nous entoure et du coup, même si aujourd'hui j'y ai trouvé du sens et j'y apporte ma pierre à l'édifice d'une manière complètement différente, heu et c'est vraiment quelque chose qui m'anime au fond, en fait. Ça a été toujours ce truc de: «C'est quoi ma mission?» C'est que je suis là pour c'est obligé, en fait, parce que c'est tellement, entre guillemets, excuse «le bordel», qu'il faut faire des choses. Donc donc ça m'a toujours vraiment portée, ça a toujours été dans mes préoccupations, j'ai envie de dire et du coup, là, d'avoir trouvé des vecteurs où je sais que ce que j'apporte a un impact,
façon poupée russe sur les gens, puis leur environnement, puis leur manière d'être et ainsi de suite. Ça m'apaise en fait aussi. J'ai l'impression d'œuvrer dans un sens. C'est hyper important. Et oui, parce qu'à la base, tu me disais que tu avais construit des projets, des entreprises, tu as été infirmière à l'étranger également et tu me disais hors antenne que tu avais fait 2 burn-out, qui ont remis, voilà, beaucoup de choses, en place. Alors est-ce que tu peux, nous parler un peu de l'avant-après, de ces burn-out, de qu'est-ce que ça a fait bouger en toi? Le premier m'a sorti de ma condition d'infirmière, où je pense que j'avais fait ce que j'avais à faire, concrètement. Ça m'a beaucoup apporté en termes de bah, déjà, c'est un métier intéressant. En plus, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai eu l'occasion d'être en contact avec plein de choses. Mais à la fin, quand j'ai fait le burn-out, j'étais dans quelque chose qui était devenu, routinier et en perte de sens, puis un gros, gros conflit avec le monde médical occidental, en fait. Donc du coup, ça me mettait vraiment en porte-à-faux. Donc je pense que le premier burn-out vient de là, de cette espèce de dissociation entre mes valeurs, mes croyances et ce que je faisais tous les jours. Donc ça m'a permis de me recentrer sur, en fait, il faut que mon métier reflète mes valeurs et mon engagement. En fait, je peux pas, il y a des gens qui font ça très bien et qui vont avoir un travail et qui vont œuvrer à côté et c'est tout à fait respectable. Moi, je sais que là où je passe la majorité de mes heures, il faut que je sente que ça a une utilité parce que sinon je suis en perte de sens et quand je suis en perte de sens, je suis insupportable, concrètement. Donc D'accord. voilà et après donc j'ai créé une société qui pour le coup avait beaucoup de sens pour moi, qui était une société de traiteurs événementiels, bio, véganes, avec un food truck. C'était une des premières dans le sud à l'époque, c'était, assez novateur et qui a super bien marché et vraiment je portais en moi, parce qu'à l'époque j'avais ma formation en naturopathie, j'étais très, très bercée dans l'alimentation et l'intérêt et l'importance de l'alimentation dans la santé et dans l'écologie. Et du coup, je m'étais investie d'une mission où en fait, je voulais, promouvoir le véganisme, pour des problématiques principalement écologiques, de préservation des terres et heu et des ressources et aussi, l'alimentation saine comme étant, pour moi, c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée, vers soi. Maintenant, je le perçois comme ça, je le comprends mieux, mais c'était vraiment, voilà, quand on commence à prendre soin de son corps, à être en lien avec son corps et à le nourrir avec amour, en fait, il y a des choses qui se passent et après on évolue sur un autre chemin. Donc je m'étais vraiment investie de cette mission-là, à 200 et je suis très feu dans mon approche. Donc du coup, je travaillais, 70 heures par semaine, voilà. Et il y a eu pas mal de choses où en fait, dans le cadre d'une entreprise qui grossit, j'étais à l'époque très branchée, Startup Nation, on va ouvrir un, 2, 3 magasins, c'est parti! Et hem et en fait, il y a eu une déconnexion de la valeur profonde qui sous-tendait à la société. C'est-à-dire que en fait, j'étais vraiment, investie du projet, mais dans le cadre d'un développement économique un peu mené, tambour battant pour le coup. Il y a vraiment eu cette idée de, bah, tu fais des choix qui sont pas forcément complètement alignés avec ton besoin de départ. Tu vas transiger, tu vas accepter des trucs alors que tu sais que c'est pas totalement juste parce que, ben, il y a des gens qui veulent investir, il y a des choses qui se passent et tout et en fait, on a l'impression d'être obligé et en fait, petit à petit, j'ai perdu encore une fois le sens et en fait, mon corps m'a tout simplement juste remis dans l'axe, c'était plus possible, quoi. Donc en fait, moi, vraiment les burn-out, c'est très long. Le deuxième, j'ai mis 3 ans à m'en remettre. C'est vraiment très long, donc faut vraiment percevoir ça comme, c'est pas: «J'ai un burn-out, j'en prends conscience, je prends 3 vitamines et je repars», en fait. Concrètement, on a usé nos réserves en profondeur et ça demande une vraie introspection et hem et des vrais moments de pause et vraiment de la bienveillance envers soi parce que dans un monde productif, c'est pas facile de pas être capable de se concentrer plus qu'1 heure. Mais du coup, ça m'a vraiment permis de faire le virage complet cette fois-ci, pas juste, OK, je veux travailler dans quelque chose qui ait du sens, mais en fait, aujourd'hui, il faut que ma vie, en fait, soit, en synchronisme avec mon travail et qu'il y ait quelque chose qui soit juste à tout niveau. C'est-à-dire que j'ai une famille avec des enfants, j'ai un couple, il y a moi qui a aussi ce besoin d'espace, il y a mon œuvre, professionnelle et en fait, tout ça doit être en synergie. C'est de la permaculture, en fait, voilà
Et du coup, c'est vraiment ça que m'a apporté le dernier burn-out, c'est déjà de plus pouvoir, donc c'était réglé. Ensuite, d'avoir vraiment, pour le coup, 2 ans où ça a été, entre guillemets «nuit noire de l'âme». Je mets des guillemets parce que je fais du développement personnel et de la spiritualité depuis longtemps et c'est pas mon premier. Donc je savais un peu ce qui se passait, j'étais pas perdue, je savais qu'il y avait une direction, qu'il y avait un après, mais quelque part, c'est extrêmement difficile à vivre quand même quand on sait pas où on va, le pourquoi, le comment et qu'on a l'impression de flotter, en fait. Parce qu'hormonalement, il se passe quand même beaucoup de choses sur un burn-out et concrètement, on fatigue le maître. Le stéroïde, c'est le chef d'orchestre de notre corps à plein niveau et en fait, quand on l'épuise, il se passe tout un tas de choses au niveau physiologique et on a beau avoir cette envie, cette volonté qui revient, en fait, le corps suit pas du tout. Et donc il y a vraiment c'est hyper long et ça demande vraiment beaucoup de bienveillance de revenir et de reconstruire et moi, c'est là-dessus que j'ai reconstruit ma nouvelle entreprise, sur cette base de, OK, c'est pas juste apporter, ta pièce à l'édifice du monde, en fait, c'est, notre objectif sur terre, c'est avant tout d'être bien et d'être heureux et de partager, au-delà de vouloir créer, et de vouloir, amener autre chose, façon colibri, c'est aussi avant tout de générer ce bien-être en toi, dans ta vie de tous les jours et avec ton entourage. Et du coup, c'est vraiment un fondement et ça a été le fondement de la création de Shakti Ways et c'est pour ça que c'est quelque chose que je prends, petit à petit au pas et je respecte vachement les moments où je sens que je suis trop fatiguée pour, faire et c'est vraiment quelque chose que je transmets aussi à mes clientes. Parce que là, ça vient vraiment résonner avec, on est des femmes, on n'est pas faites pour fonctionner H24 comme, on nous le montre. Hormonalement, on fonctionne pas de manière linéaire et en fait, du coup, on s'épuise. Le burn-out, ça touche 80 de femmes, en fait, mais c'est pas un hasard. C'est parce qu'en fait, le monde dans lequel on vit est un monde patriarcal qui est calqué sur le rythme hormonal des hommes et nous, on est des femmes et on a un cycle entre guillemets «de 28 jours», plus ou moins, mais qui correspond à un cycle hormonal avec des pics d'énergie, des moins d'énergie et des fluctuations qui sont absolument fantastiques quand on apprend à s'en servir. Mais quand nous, on essaye de fonctionner sur un principe linéaire du lundi au vendredi, ça marche pas en fait et on s'épuise et on tue notre cycle hormonal et c'est pour ça qu'il y a les burn-out, mais il y a toutes les problématiques gynéco et qui vont avec, où c'est pareil, ça touche principalement les femmes parce qu'en fait, le monde dans lequel on vit n'est pas fait pour nous. Et aujourd'hui, on a beaucoup de cas d'endométriose notamment, de plus en plus. Absolument, l'endométriose, c'est clairement, alors je suis pas spécialiste, mais je connais un petit peu et il y a vraiment ce paramètre, d'être envahi, en fait, de plus être soi et de se faire complètement, dévorer, en fait, de l'intérieur. Il y a quelque chose qui est, et heu et du coup, c'est hyper important de prendre conscience que c'est avant tout notre mode de vie qui, amène à ce genre de choses, en fait et que c'est même pas on n'est pas responsable en tant que soi, genre: «Je devrais faire différemment», c'est que le monde autour de nous est construit pour les hommes. C'est ça et justement, c'est une question que j'allais te poser. Alors comment on aide les femmes finalement à s'adapter? Parce que malheureusement, le monde est encore tel qu'il est. On Mmh. travaille encore du lundi au Mmh. vendredi pour la plupart d'entre nous ou alors en horaire décalé. Mais en tout cas, c'est, en France, du moins en Occident, on a encore du mal à respecter, le rythme des femmes. Alors comment toi tu orientes les femmes de manière à ce qu'elles respectent plus, leur fonctionnement et à ce qu'elles s'écoutent plus? Alors il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est apprendre à se connaître. Le premier point, c'est ça, c'est apprendre à connaître son corps. Par exemple, à savoir que notre cycle, n'est pas en fait, souvent à l'école, on nous dit: «OK, bah, il y a la menstruation et il y a l'ovulation» et en fait, on a 4 phases dans un cycle menstruel. On n'en a pas 2 et en fait, ces 4 phases ont des balances hormonales et cérébrales, différentes, d'un point de vue juste, même physiologique. Où en fait, vous avez la première phase, qui est en fait la menstruation. En fait, c'est la période des règles. Souvent, c'est rigolo parce qu'on a une vision, assez erronée du truc où ce serait la fin et en fait, il faut bien comprendre que les règles, c'est le début, c'est le moment où on a moins d'énergie. Mais en fait, c'est une invitation à rentrer à l'intérieur et à écouter. Donc c'est vraiment une période où, les femmes dans les cultures traditionnelles, on en parlait, avant, elles c'était très développé en fait, cette idée de, les femmes se regroupent pendant leurs règles, c'est les tentes rouges, c'est toutes ces choses-là et en fait, c'est parce que,
on a une capacité intuitive et de perception qui est très différente. Et si on prend ce temps de se connecter à soi, en fait, on va recevoir des infos. C'est la période où on va planter la graine, en fait. Donc c'est vraiment intéressant de se connecter, de ralentir, d'éviter les interactions sociales, d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus dans la présence, beaucoup moins dans la consommation de contenu extérieur aussi, plus dans la connexion, votre créativité, peindre, dessiner, peu importe le vecteur, mais cuisiner. Mais donc c'est vraiment, voilà, la première phase c'est ça. La deuxième phase, ça va être le prémenstruel, donc la phase folliculaire. Et en fait, là où vous avez vraiment cette énergie qui remonte et on a un pic d'énergie à ce moment-là, c'est la phase la plus masculine du cycle. C'est là où on va pouvoir aller vers l'extérieur, on va créer du projet, on va structurer, on va mettre à plat. En fait, on va faire pousser la graine qu'on a plantée. Donc, en fait, vraiment, c'est un moment où il faut pas hésiter à structurer, à rencontrer des gens, à faire, voilà, à poser les cadres et à avancer. On a beaucoup plus d'énergie. C'est un moment où, typiquement, on va pouvoir travailler beaucoup plus et sur des durées beaucoup plus grandes parce que notre corps, il est disponible à ça. Après, vous avez la phase, là je passe vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a la phase ovulatoire où en fait là c'est l'archétype de la mère et c'est vraiment on va aller, on brille, on est dans la communication, c'est là où on va parler le plus. Je réalise que je suis en plein dedans là, tu vois, je fais des grands gestes comme ça. On va vraiment être dans ce lien à l'autre et il y a aussi le côté accueillir, faire des repas, communiquer. Et au-delà de ça aussi, hormonalement parlant, ça c'est hyper intéressant, on déclenche des phéromones. En fait, donc typiquement, on est magnétique d'un point de vue énergétique et physiologique pendant cette phase ovulatoire. Donc typiquement, si vous avez un rendez-vous à prendre avec votre boss pour demander une augmentation, c'est là, quoi. Si vous avez une présentation à faire, c'est là, quoi. Et en fait, c'est vraiment comprendre que là, il y a un truc qui se joue, on est vraiment là-dedans. Après, on a la phase prémenstruelle. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, elle se sépare en deux. Mais globalement, là, on est dans la phase sorcière, donc on est vraiment dans une phase de tri. Donc c'est là où si vous voulez ranger votre maison, trier votre bureau, mettre en place, structurer, voir ce qui marche pas, faire le ménage dans vos relations, tout ça, en fait, vous avez l'énergie pour. Alors souvent, celle-là, elle est assez mal perçue, c'est là où il y a le syndrome prémenstruel, parce que les femmes, en général, alors il y a deux choses. Déjà, on a un syndrome prémenstruel fort souvent quand on ne s'est pas respecté sur le reste du cycle. Donc en fait, on arrive là, et là, contrairement, votre sorcière vous dit non mais alors là, c'est pas possible. On ne peut pas arriver là et dans cet état-là. Donc ça va être compliqué émotionnellement parce que vous allez décharger, parce qu'elle est là pour ça, pour vous permettre de décharger. Donc si ça fait 3 semaines que vous êtes à contre-courant, vous allez péter des plombs à ce moment-là, parce qu'en fait, elle est là pour ça, c'est son job. Par contre, si vous êtes respecté sur le reste du cycle, en général, c'est hyper positif. Vous pouvez trier, faire le ménage, vous y voyez plus clair dans ce qui vous entoure, et vraiment, c'est un moment de bilan qui est hyper efficace. Et après, le cycle reprend. Donc, on repart sur, voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, quand on comprend ça, on comprend que la femme, déjà, elle a des super pouvoirs parce que, en fait, chaque phase a son propre intérêt. Et qu'en plus, la femme est complètement incarnée dans ce cycle de mort et de renaissance permanent, de création de projet. Et du coup, j'ai complètement oublié le début de ta question. Non, non, en fait, je te demandais comment tu aidais les femmes, en fait, justement, à se reconnecter et à s'écouter dans un monde qui ne permet pas ça. Et oui, tu es en train de montrer qu'au-delà de, je sais pas moi, ne pas aller au travail quand on a ses règles, on peut peut-être aller au travail, mais essayer dans notre vie avant et après le travail de ménager justement un temps beaucoup plus introspectif. Alors, il y aurait des médecins qui disent qu'on aurait 2 ovulations par mois et non pas une. Alors, c'est une idée qui court un petit peu depuis quelques années. Et notamment, on a beaucoup de femmes qui essayent de ne pas prendre de contraception. Ah oui, parce que, alors, j'allais en venir justement à la contraception. On connaît beaucoup de femmes qui prennent une contraception justement pour ne pas avoir les règles. Le danger avec ces pilules-là, c'est qu'on peut aussi vite se déconnecter de soi-même et de son cycle. Le fait est qu'il y a beaucoup de femmes qui essayent justement d'éviter les enfants en regardant bien à quelle période de l'ovulation on est, etc. Et pourtant, qui ont quand même des enfants. Tu vois, moi j'ai des exemples d'amis qui sont tombées enceintes alors que ça faisait
c'était le lendemain de leurs règles, de la fin de leurs règles, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce que tu viens de. Alors déjà, la double ovulation, je pense qu'il faut arrêter de faire rentrer les femmes dans des cases en fait. C'est pas, il y a pas. C'est le système hormonal féminin est un système très complexe qu'on connaît, mais qu'on connaît pas parfaitement. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et typiquement, il peut y avoir des mois où vous aurez plusieurs ovulations et des mois où vous en aurez pas plusieurs en fait. C'est pas quelque chose d'acquis, genre toi tu as une double ovulation et ce sera jusqu'à la fin de tes jours. C'est vraiment, on est dans un corps cyclique qui est en lien permanent avec le milieu extérieur. Donc il suffit que quelle femme n'a pas expérimenté le je crois que je suis enceinte, j'ai peur et du coup mes règles viennent pas. Et du jour où je fais un test et que j'aperçois que je suis pas enceinte, j'ai mes règles dans 2 heures après, quoi. Et ça, typiquement, ça vous montre à quel point votre corps et votre physiologie, elle est en lien avec l'énergie extérieure et le niveau de stress et votre mode de vie. Donc, effectivement, la double ovulation, elle est réelle, ça arrive. Pour le coup, déjà, ça arrive souvent chez les plus jeunes, pas forcément après 40 ans, c'est beaucoup plus rare en fait, parce que votre corps, il prend un rythme différent. Après, effectivement, les techniques de lien avec ton corps au niveau de la fertilité et du contrôle des naissances demandent une vraie connaissance de ton corps parce que et un lien puissant. C'est-à-dire que, à mon sens, utiliser une application est pas du tout pertinent parce qu'en fait, c'est des algorithmes qu'on vous propose, c'est des moyennes en fait. Et du coup, c'est pas forcément en lien avec votre corps. Donc, faut vraiment ça donne une idée de base. Si on veut, typiquement, c'est très bien si on veut apprendre à connaître son cycle et apprendre à connaître son fonctionnement. Par contre, si vous faites reposer votre votre contraception là-dessus, c'est un peu léger quand même. Parce qu'en fait, il faut vraiment utiliser toutes les techniques il y a la symptothermie avec la température, il y a apprendre à connaître ta glaire cervicale. Donc ça, je sais, tu connais pas? Non. Alors, la Enfin, symptothermie, je connais les pertes, je connais les pertes vaginales, ouais. mais ça doit être ça. Alors les pertes vaginales, c'est plus vraiment la glaire, ce qu'on appelle la glaire cervicale. Donc c'est vraiment donc regarder les pertes que tu as suivant les jours. Les pertes autour d'une ovulation vont être beaucoup plus denses, beaucoup moins liquides et en fait, tout simplement parce que ça permet aux spermatozoïdes de circuler plus facilement. Et en fait, c'est donc apprendre à connaître ça et apprendre à explorer son corps. Par exemple, un col de l'utérus au moment de l'ovulation va être allongé, donc il va descendre plus bas dans votre vagin et il va s'ouvrir en fait, on le perçoit. Et donc c'est vraiment accepter que si je veux passer par là, il va falloir rencontrer mon corps en profondeur. Il va falloir mettre mes doigts dans mon vagin pour aller explorer ce qui se passe à l'intérieur en fait. Il va falloir que je regarde tous les jours. Et, et c'est aussi créer ce lien qui fait que petit à petit, ça devient plus intuitif. Petit à petit, on comprend mieux en fait ce qui se passe. Mais concrètement, il faut aussi se dire que si on part sur ce chemin-là, il va falloir se donner un certain nombre de mois. Ça se fait pas du jour au lendemain, surtout si on a été sous pilule avant, parce que le corps a besoin de temps pour se réguler. Et que dans ce cadre-là, c'est préservatif pendant un certain temps, jusqu'à ce que je sois vraiment capable de sentir mon corps. C'est pas aussi simple qu'une application parce que l'application, elle part sur une base de 28 jours avec machin, nanana, mais c'est peut-être pas votre cas. Et peut-être que ce mois-là, vous êtes hyper stressé et que du coup, votre ovulation, elle va arriver 3 jours après vos règles parce que votre corps, il est en mode ça va pas là, faut qu'on se dépêche. Ou voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons. Donc c'est vraiment, pour moi, l'application, c'est hyper intéressant. Moi, j'utilise avec les femmes sur apprends à connaître ton cycle. Donc tu regardes, le fait de noter tes règles régulièrement, ça te permet de voir quand est-ce que ça arrive. En général, tu peux mettre des petites appréciations, genre là, je suis fatiguée, genre j'ai plus d'énergie. Et ça te permet de voir comment toi, tu fonctionnes par rapport à ces différentes phases dont j'ai parlé avant. Mais après, pour ce qui est de la contraception, moi, je suis extrêmement prudente là-dessus. J'ai fait 2 IVG dans ma vie. Donc, du coup, je suis aussi très empathique avec ce que ça représente. C'est un tout autre sujet, mais ce qui s'est passé récemment aux États-Unis m'a touchée dans mes tripes. Donc parce que même si je prône le tout naturel et la connaissance de son corps,
C'est important d'avoir cette possibilité-là Mmh. aussi. Bien sûr. Heu C'est une charge et de mentale qu'on a en c'est plus. Ouais. c'est ça, c'est énorme et en plus, c'est tellement, bon là, je vais dériver, donc je vais m'arrêter parce que là, je vais partir sur tout le sujet de l'avortement et mon Dieu, j'ai des choses à faire. Mais pour revenir à notre sujet, voilà, c'est vraiment un chemin. On est tellement habitué à cette notion de: «Bon, bah, je vais mes règles, je veux pas tomber enceinte, je fais quoi? Bah, je prends une pilule, je prends un petit cachet et puis basta». Non, là, ce que ça demande, c'est concrètement de revenir à ton corps, d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à voir ce qui se passe et en fait, petit à petit, moi, je le vois des femmes autour de moi, moi, ça m'arrive, mais pas tous les mois, mais globalement, j'ai des femmes autour de moi qui sentent leur ovulation. Elles sentent quand ça arrive, en fait. Moi, ça me fait un petit pic je suis capable de dire de quel côté. Mais du coup, plus on est en lien avec son corps, plus on est connecté avec son corps, qui est tout le fond de mon travail, plus en fait, la contraception va devenir entre guillemets, «un produit dérivé» de cette connexion-là, en fait. Mais pour moi, par contre, c'est vraiment là, je mets des grosses loupiottes. Attention, attention, si vous avez envie d'aller là-dedans, ça demande un chemin, en fait. Ça demande vraiment de prendre le temps et dans ce cadre-là, mettez des préservatifs parce que du coup, ça vous permet d'être plus libre et de pouvoir expérimenter, tranquillement, d'apprendre à connaître votre corps tranquillement, plutôt que de vous retrouver au bout de 2 mois dans une situation où croyez que vous êtes enceinte, où vous l'êtes vraiment et ça vous met en stress total et du coup, ça fout encore plus en l'air votre système hormonal parce qu'une pilule du lendemain et ben, ça reste pas terrible, sans vouloir culpabiliser personne, hein, mais vraiment, voilà, c'est hormonalement, c'est lourd, donc votre corps, il va mettre du temps à s'en remettre, donc vous allez de nouveau avoir un cycle irrégulier pendant un certain temps, donc du coup, vous voyez, voilà, faut mieux prendre des préservatifs et être tranquille et expérimenter sur plusieurs mois en se donnant du temps, que de vouloir se mettre bien en tête, ok, à partir du mois prochain, je mets plus de protection et je sais, mais parce qu'on n'est pas éduqué là-dedans. On nous a pas appris dès l'enfance à connaître notre cycle. Moi, je vois, j'ai une fille de 11 ans qui est pas encore réglée, mais c'est des discussions qu'on a régulièrement, en fait, parce que je veux qu'elle grandisse avec cette connaissance de son corps, cette perception de sa souveraineté intérieure et heu et en fait, la capacité à ne pas dépendre du milieu médical extérieur Et pour oui. elle, en fait, voilà. Moi, c'est un de mes rêves, en fait, de vraiment transmettre ces connaissances aux plus jeunes parce que je pense que c'est tellement puissant, en fait, pour les femmes et les jeunes filles en devenir. Parce qu'en fait, on grandit avec cette impression d'être cassé, d'être pas ass il y a un truc qui va pas parce qu'on a nos règles et c'est tellement, de moins en moins, mais ça reste toujours un peu, tabou, mal perçu dans la société et du coup, on a l'impression d'être des hommes avec un handicap, quoi et en fait, alors qu'on a dans notre corps une machinerie incroyable. C'est vraiment incroyable comment ça fonctionne, la puissance que ça a et dans notre vie de tous les jours et en fait, ce qu'on on nous dit on rapporte à créer des enfants, ce qui est une réalité, ce qui est déjà foncièrement assez magique quand même. Mais en fait, vous pouvez complètement utiliser cette énergie-là pour connecter avec votre créativité et vos projets à vous. Vous pouvez faire naître des idées et des projets de la même manière que vous faites naître des enfants et quand vous rentrez dans le contact avec ça, vous passez du statut de homme, avec un handicap à, en fait, je suis une prêtresse sorcière, genre je peux faire absolument, tout ce que je veux et la puissance qui peut se dégager de ça et du coup la souveraineté qui en découle. Cet alignement à vous dire: «Mais en fait je suis et j'ai déjà tellement à l'intérieur de moi et en fait j'ai plus besoin de courir à l'extérieur pour de la validation, faire des heures sup et machin et être toujours en demande de validation extérieure» parce qu'en fait la validation elle vient de dedans. Il y a plus besoin. Oui, alors justement, là, on dérive vers 2 questions que j'allais te poser. Donc, la première, c'est quelles sont selon toi les croyances principales que tu remarques, chez les femmes? Et Mmh. ensuite, est-ce qu'on retrouve, enfin, quel est le lien entre conscience de ses désirs et besoins en sexualité, en sensualité et transformation de notre vie? Bon, on va revenir sur la première. Donc, quelles sont les principales croyances que tu remarques chez les femmes? Donc, tu viens d'en dire une: «Je ne suis pas assez». Bah, pour moi, c'est celle-là, c'est la plus prégnante. Parce qu'en fait, quand on creuse derrière, que ce soit, j'ai pas confiance en moi ou, j'ai envie de le faire mais j'y arrive pas ou même la culpabilité. La culpabilité qui est une émotion tellement féminine. Je suis pas persuadée que les hommes ils la connaissent, mais ils la connaissent pas aussi profondément que nous, quoi et
La culpabilité, typiquement, c'est je suis pas assez bien, en fait. J'ai pas fait assez bien, j'ai pas, voilà. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de partout et qui, pour moi, est presque un des fondements du modèle patriarcal dans lequel on vit. C'est on nous a fait grandir avec cette notion qu'on était des demi-hommes, en fait. Oui. Et d'où ça vient ça, selon toi? Mmh. Alors je pense qu'il y a des millénaires derrière, Oui. parce qu'il faut pas se leurrer, il y a 60 ans, on n'avait pas beaucoup de droits et encore avant, on en avait encore moins et on a toujours été diabolisés, bah, à partir du moment où il y a la religion catholique, on a été vraiment, extrêmement diabolisés, minimisés, utilisés pour notre utérus comme des mères porteuses, en fait et donc il y a vraiment cette notion-là. Mais au-delà de ça, même dans notre monde contemporain, j'ai été très bercée, quand j'ai eu mes enfants dans tout ce qui était éducation alternative et éducation bienveillante et tout et on s'aperçoit que d'un point de vue, sociétal, même dès l'enfance, on sait que, par exemple, une mère n'allaite pas son fils comme elle allaite sa fille. Et même c'est inconscient, en fait. Il y a rien de méchant là-dedans. C'est juste on se transmet des choses de génération en génération et typiquement, les garçons sont très valorisés sur le faire, sur la mise en action, sur on va faire des compliments à un garçon sur ce qu'il fait et on va faire des compliments à une fille sur ce qu'elle est. Mais ce qu'elle est, c'est des caractéristiques bien spécifiques. Elle est gentille, elle est douce, elle est Mmh. des caractéristiques qu'on amène, qu'on prête au féminin. Sauf qu'en fait, une femme, c'est bien plus que ça et du coup, la femme, elle grandit avec cette impression d'être tordue parce qu'on attend un truc d'elle qu'elle émane pas, en fait, qui est qu'une seule partie de sa personnalité et qu'une femme qui va exprimer, la colère ou certains traits de caractère qui sont considérés comme masculins dans notre société, elle va être entre guillemets «réprimée» pour ça. Une petite fille. Heu, Moi je le vois avec ma fille qui est très, comment dire? Elle est véhémente dans ses demandes, en fait. Elle a besoin de faire bouger les choses. Là, récemment, on a posé une pétition à la mairie pour pas qu'ils coupent les arbres dans l'école, tu vois? Elle a 11 ans et c'est genre, et en fait, elle est souvent, attaquée du coup autour parce qu'en fait, on considère qu'elle est trop ou pas assez, en fait. C'est-à-dire qu'une Mmh. femme, c'est compliqué pour une femme d'être juste bien. C'est soit je suis trop, tu fais trop de bruit, tu rigoles trop fort, tu parles trop, tu as trop d'envie, tu es trop bizarre et du coup, tu fais peur. Tu fais peur aux hommes. Faut que tu sois moins parce que sinon tu fais peur aux hommes. Ou alors tu es pas assez. Tu vois? Tu es pas assez Mmh. bien, tu es pas une assez bonne mère, tu travailles pas suffisamment, tu t'investis pas suffisamment. Ah bah, si tu as pas de mec, c'est sans doute que tu es pas, tu vois? Et en fait, c'est hyper compliqué pour une femme d'être juste bien, quoi. Il y a pas de on nous élève pas là-dedans à être valorisés juste parce que, par nos différences et qui on est. Donc en fait, je vois beaucoup de femmes qui sont là-dedans, qui sont dans, «Je suis pas assez». Heu, Après comme croyance limitante, tiens, on revient presque toujours à ça, en fait. Parce que je pourrais t'en citer plein, mais en fait, c'est juste des corollaires de celle-là. De celle-ci. Et alors De c comment on modifie ses croyances alors en profondeur, justement, en tant que femme? mmh. Alors, Sans alors moi rentrer, je ouais. parce que, c'est très unique forcément à chaque personne, même que tu vas coacher donc mais juste, est-ce qu'il y a effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, hein, s'écouter, prendre soin de son corps, avoir des moments pour soi dans la journée. Moi, je pense par exemple, est-ce que doit y avoir une forme de routine dans ritualisée pour nous seuls en tant que femmes? Mmh. Voilà, comment tu viendrais bouger ces croyances, toi? Alors, il y a plusieurs, volets. Donc déjà, ce qu'on a abordé sur la connaissance de ton cycle, c'est hyper important parce que tu te réappropries, quelque chose qui nous a été entre guillemets «enlevé» du coup, plus ça va, plus tu fais confiance à ton corps et plus tu t'aperçois qu'il te soutient. Donc déjà tu es sur une base solide et tu apportes autre chose à l'humanité avec qui tu es. Ensuite, il y a clairement, moi quand je travaille avec des gens, on va aussi beaucoup travailler sur tout ce qui est, blessures d'enfance et croyances limitantes, pour le coup. Donc on va les chercher en hypnose. Moi, j'utilise beaucoup ces vecteurs-là, pour aller nettoyer, en fait, toutes ces blessures, ces trucs qui sont là et qui nous emprisonnent concrètement
dans des limitations qui nous empêchent de briller vraiment qui on est. Et après, c'est des petits pas, en fait. C'est vraiment, là, ce qui me vient et qui est extrêmement puissant, c'est écouter comment vous vous parlez, intérieurement. Écoutez cette voix intérieure qui vous parle, en fait. Parce que, je crois que c'est Anaïs Nin qui a dit ça, c'est, il n'y a pas plus pire dent à serrer qu'une femme qui parle d'elle-même, en fait. Et c'est vrai qu'on est extrêmement critique envers nous-mêmes et jamais on parlerait à qui que ce soit de la manière dont on se parle à nous-mêmes, en fait. Donc c'est vraiment Parfois, et on le fait justement, et ça devient très, très tendu. Moi, je sais que j'ai des exemples de femmes, en effet, qui vont se critiquer elles, qui vont «Ah, mais qu'est-ce que j'étais conne de faire ci et puis de faire ça», pardon pour le juron, et puis qui va dire la même chose de quelqu'un d'autre. Donc effectivement, on a vraiment ce désamour de soi, en fait. c'est ça. On en revient toujours au cœur du sujet. Bah, c'est en fait, on pourrait aller très loin dans cette idée où c'est, on crée autour de nous, par rapport à qui on est à l'intérieur. Si vous passez votre temps à vous insulter, il y a peu de chances que vous attiriez à vous des gens qui sont hyper bienveillants, quoi. Et que vous soyez hyper bienveillant avec les autres. Donc c'est aussi, prendre conscience. Pour moi, c'est vraiment un levier incroyable. C'est prenez conscience de cette voix à l'intérieur de vous et après alors le travers de base en général, c'est: «Oh là là, je me suis traité de conne, quelle conne!» Vraiment, il y a un truc où qui se joue, en fait, on arrive à se flageller parce qu'on se parle mal. Donc ça, c'est le début en général et hem et c'est vraiment de prendre le temps et de se reprendre avec bienveillance et de se dire: «OK, bah, là, je l'ai vu, c'est cool. Déjà, je m'en suis aperçue» et puis petit à petit, de se reprendre, de plus en plus et après quand vous êtes devant le miroir, typiquement, au lieu de scruter, votre visage à la recherche de toutes les imperfections, de juste de vous apprécier, d'apporter de la bienveillance. Moi, un rituel, tu parlais de rituel, que je demande régulièrement à mes clientes de faire et que je trouve extrêmement puissant, c'est quand vous prenez votre douche, faites-le avec amour, quoi. Vous mettez votre crème sur le visage, qui est une chose qu'on fait quasiment tous les jours. Vous, au lieu de vous l'étaler, sur le visage de manière violente et inconsciente, posez-vous et prenez quelques minutes pour vous la poser sur le visage comme vous le poseriez à quelqu'un que vous aimez profondément, en fait. Et juste de créer ce lien avec vous-même de manière quotidienne, c'est ça qui est extrêmement transformateur. Parce que oui, il y a des choses à faire, il y a des rituels à faire, il y a effectivement, moi, les pratiques que j'ai en hypnose, c'est extrêmement puissant aussi. Il y a on fait des travails sur le mouvement, la libération émotionnelle par le corps et tout ça. C'est très puissant, mais en fait, les petites choses que vous pouvez faire tous les jours, c'est là que ça va transformer le plus en profondeur votre vie et que surtout ça va se pérenniser. C'est une transformation sur la durée. Donc typiquement, oui, je commencerai par là. Écoutez cette voix et apprenez à vous offrir de l'amour, petit à petit. Génial. Et alors, donc, 2e question, quel est le lien entre conscience de ses désirs et besoins en tant que femme et transformation de notre vie? Et notamment en sexualité, puisque c'est quelque chose dont on avait parlé. Ah là là, tu me dis ça, j'ai des frissons dans le ventre de partout. C'est ça, voilà. Non, c'est, alors, là, je vais essayer de remonter un peu à la genèse. La sexualité dans nos sociétés est extrêmement dévoyée à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en fait, pris quelque chose qui est extrêmement sacré, de connexion corps à corps, cœur à cœur et même de connexion à soi, en termes de masturbation et on en a fait, on y a appliqué, le patriarcat, la masculinité souffrante avec une recherche d'objectifs, concrètement, où en fait on est dans un rush, la comparaison, ou la cri de l'autocritique. Donc combien de femmes m'ont dit: «Ouais, mais comment je fais l'amour? Je pense juste à quelle position je peux prendre pour que mes seins ils soient dans la bonne position, quoi». Alors que concrètement, c'est un des outils la connexion sexuelle pour les femmes est un des outils transformateurs les plus puissants qui existent à mon sens. C'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie sexuelle est une énergie incroyable et plus vous allez vous connecter à ça en conscience, plus en fait elle va jouer avec vous. Et concrètement, vous pouvez utiliser tous les orgasmes que vous avez pour évoluer, en fait. C'est juste, là, ce serait un peu long à développer, mais donc de cultiver votre désir, de cultiver
le lien à son désir seul, parce que vraiment là j'insiste sur le fait que ça se commence seul, parce qu'en fait la société fait que, l'autre a aussi des attentes et on est dans une logique où en fait on va vite s'oublier et vite passer à ce qu'on nous a appris et montré. En fait de connecter avec votre désir seul. Alors on peut parler de masturbation et moi j'engage vraiment les femmes à avoir des pratiques régulières de masturbation consciente pour le coup. Mais ça peut être juste, de consciemment, vous toucher la peau et de sentir, de voir ce qui s'éveille en vous à ce moment-là, de danser le mouvement et pour le désir est extrêmement intéressant en fait d'être dans votre corps et en fait, plus vous allez connecter à votre corps, plus vous allez connecter à cette énergie du désir, plus vous allez, concrètement être puissante dans votre vie. C'est-à-dire que c'est pas pour rien si la sexualité des femmes a été, castrée par l'Église, en fait. C'est parce que c'est un vrai moyen de leadership pour les femmes. Alors ça peut être tordu en disant ça, mais en fait, une femme qui va se reconnecter à la souveraineté de sa sexualité, à la souveraineté de son désir, elle est inattaquable. On peut pas la bouger, en fait, parce qu'elle sait, elle est ancrée dans le sol, elle est ancrée dans sa puissance et elle sait ce qu'elle peut créer. Moi, aujourd'hui, quand je démarre des projets, j'ai toujours cette connexion à si j'ai quelque chose qui m'arrive, on me propose quelque chose, je vais me connecter à mon corps et en fait, je vais sentir si le désir est là ou pas. Ça devient une entité, ça devient quelque chose qui partage notre vie et je suis capable de dire aujourd'hui, je peux plus me faire embarquer dans un projet qui m'appartient pas parce qu'en fait, je le sais. Intuitivement, je sais exactement où est-ce que je dois aller et si ça me convient ou pas et ça me permet d'être aussi en contact avec des idées que j'aurais peut-être pas, trouvées toute seule parce que quand vous pratiquez régulièrement ce rapport à votre corps, ce rapport au désir et au plaisir, en fait, vous vous ouvrez à une autre vibration. C'est-à-dire que vous cultivez ça dans votre vie. Je sais pas si je suis très claire là. Si, si, et moi je vois vraiment quelque chose comme le désir sexuel n'est finalement que le reflet de nos désirs dans notre vie, avec toute la thématique du consentement qui vient s'ajouter à ce dont on parle, puisque au plus on est connecté à notre désir sexuel et au plus on sera aussi connecté à nos désirs dans notre vie, que ce soit nos désirs professionnels, nos désirs de relation, etc., avec un vrai consentement intérieur. C'est ça. Et combien de fois, en étant jeune notamment, on s'est retrouvé dans des situations où on ne sait pas si on est consentante ou pas. Mmh mh. C'est ce qu'ils appellent notamment la fameuse zone grise hein, quand on est dans un rapport sexuel. Est-ce que j'étais vraiment consentante? Mais peut-être que je l'étais ou enfin en fait je sais pas. Et le fait de pas savoir, c'est là qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur nous et dans notre vie, je pense. Mmh. Et enfin, moi, en tout cas, quand on parle de ça, j'ai l'impression que ça fait beaucoup écho à ça, que finalement, dans la sexualité est le reflet de notre vie. La sexualité est complètement le reflet de notre vie et de notre manière d'être en lien avec la vie, même au-delà de ça. C'est-à-dire que soit vous êtes dans une logique par exemple, quelqu'un qui ressent pas de plaisir est anesthésié, dans son corps pour tout un tas de raisons derrière, hein, parce qu'il y a des traumas derrière, il y a des expériences douloureuses, il y a tout un tas de choses. Donc en fait, le corps a mis en place quelque chose pour protéger la personne voilà, mais c'est de l'anesthésie totale et une femme qui a pas de sensation ou de plaisir plus que ça dans la sexualité, hem, elle a pas de sensation ou de plaisir plus que ça dans la vie, en fait et heu et effectivement, elle va pouvoir se faire balader à droite à gauche parce qu'en fait, elle sait pas et en fait, en nous enlevant ce lien à la sexualité la sacrée, on nous a enlevé le lien à notre souveraineté, en fait et quand vous êtes en contact avec votre corps, en contact avec votre désir, bah, comme tu dis, en fait, tu sais si tu as envie ou pas et tu sais, tu es capable de dire non, en fait, parce que, bah, là, j'ai pas envie, donc j'ai pas envie, quoi. C'est pas peut-être ou je sais pas ou et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je voudrais tellement transmettre aux jeunes filles pour qu'elles aient pas à passer par toutes ces étapes un peu pourries qu'on a eues aussi et de se dire: «Non, on peut faire des générations de femmes à venir qui seront souveraines dans leur corps, dans leurs désirs» et en plus, au-delà d'un point de vue juste personnel, on apporte tellement plus à la société, aux gens qui nous entourent et à notre couple. Attends, je mets juste pause.
Et selon toi, comment l'énergie yin se manifeste dans la sexualité? Alors l'énergie yin, c'est une énergie de magnétisation, c'est-à-dire que le yang est une énergie pénétrante qui va aller chercher, qui va aller vers l'avant, alors que l'énergie yin, on magnétise à soi. C'est vraiment ce principe de l'aimant, en fait. L'énergie yin, elle est centrée dans votre utérus et en fait, vous connectez à ça et en fait, vous attirez, à vous. Donc en fait, on reçoit, on est le réceptacle d'eux. Et dans la sexualité, l'énergie yin, alors déjà, elle peut se manifester. On n'est jamais yin ou yang, c'est-à-dire qu'une femme, elle a les deux énergies en elle et elle peut jouer avec. Mais l'énergie féminine dans la sexualité, elle va être vraiment dans attirer à et recevoir. C'est une polarité où on va magnétiser notre partenaire vers nous et on va s'abandonner entre guillemets. Alors ça a rien à voir avec une forme de passivité qui est souvent très mal perçue auprès des femmes. Bon, je suis pas une étoile de mer. C'est pas du tout la question en fait. C'est juste est-ce que vous êtes vraiment prête à recevoir le masculin dans votre corps en fait et à le faire bouger différemment. Donc dans le cadre de la sexualité, ce serait vraiment cette idée d'être en réception. Et après, il y a aussi tout le paramètre créativité en fait qui vient parce qu'on a souvent cette idée que l'énergie yin, elle est passive et elle fait rien, alors que pas du tout. Ça peut être très créatif et très joueur. Donc c'est vraiment intéressant de se connecter à ce à quoi ça ressemble pour vous, au-delà de juste les archétypes qu'on peut lire dans les livres. Super. Et quelle est l'influence de l'orgasme sur le corps et dans notre vie? Ça change tout. Hem, alors, d'un point de vue physiologique, l'orgasme, c'est une décharge, d'hormones variées, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, ça a des effets positifs sur votre digestion, sur votre cerveau, sur votre corps, sur votre circulation sanguine, sur absolument tout, en fait. La gestion du stress, ça va permettre à vos hormones de décharger le stress. Enfin, il y a d'un point de vue physiologique, ça change tout, vraiment. Un orgasme par jour régulera votre digestion. Enfin, concrètement, c'est assez magique. D'ailleurs, la médecine chinoise le savait bien, hein, et les Indiens aussi. Hein, la sexualité, ça faisait partie de la prévention et de la médecine, alors que chez nous, c'est genre, c'est tabou, mais en fait, c'est majeur dans la santé. Donc il y a ce point de vue-là, et d'un point de vue énergétique, donc ça, on a déjà abordé, il y a vraiment ce lien à la souveraineté qui se crée à la connaissance de son corps et de son désir. Donc vous savez où vous allez, vous avez des directions claires, et vous pouvez générer de l'énergie autour de ça. Et il y a un autre paramètre qui est un point de vue un peu de sorcière, il y a ce qu'on appelle le sex magic, et c'est vraiment cette capacité à manifester dans vos vies vos désirs au travers de votre énergie sexuelle. Donc là, je vais faire court, mais si ça intéresse des personnes, j'ai une pratique enregistrée que j'offre de temps en temps. Donc faut me contacter et je ferai. Mais en fait, en gros, c'est vous connecter à l'énergie sexuelle, vous avez une vision et en fait, après vous faites monter votre énergie dans vos différents chakras pour en fait envoyer cette demande à l'univers au travers de votre chakra couronne. Et en fait, c'est un peu comme si d'habitude vous demandiez avec une petite note, et là d'un seul coup vous avez un mégaphone surpuissant en fait. Et en fait, l'énergie est enfin, j'en parle en connaissance de cause, c'est extrêmement puissant. Vous pouvez vraiment changer votre vie avec vos orgasmes. Ça, ce sera la phrase phare de l'épisode. Vous pouvez changer votre vie grâce aux orgasmes. Ah mais complètement, et c'est vraiment une énergie puissante et qu'il faut nettoyer en fait, parce qu'elle est tellement dévoyée, dans notre société, alors que Et c'est oui. sain, c'est beau et c'est transformateur. Puis souvent, on force, enfin, je sais que chez un homme, il y a, bon, chez un homme ou chez une femme d'ailleurs, hein, enfin, en fait, c'est commun à notre société, mais où on a vraiment cette recherche à tout prix de l'orgasme dans le Mmh. rapport sexuel, et s'il n'y a pas eu d'orgasme, et ben, c'est que le rapport n'était pas à la hauteur des attentes. Alors que, bon, pour moi, le rapport sexuel, c'est d'abord une connexion d'âme, donc qui est orgasme ou pas, finalement. Et on met tellement de pression, finalement, sur l'orgasme dans le rapport sexuel qu'on vient enlever, en fait, sa fonction première, et puis surtout, on lui permet pas de se réaliser. Mmh. Ouais, complètement, et en plus on a une vision masculine de l'orgasme. En fait, on envisage un orgasme qui est une espèce d'explosion, interne, alors qu'en fait, il y en a une multitude.
Et en fait, vous pouvez avoir des orgasmes énergétiques, vous pouvez avoir des orgasmes, des sensations de décharge électrique qui vont parcourir tout votre corps, ne serait-ce qu'avec, une stimulation à certains endroits de votre corps. Là, j'ai la main sur ma nuque parce que moi, c'est un endroit sensible, mais donc c'est vraiment, il n'y a pas qu'une manière d'avoir du plaisir et en fait, plus vous allez apprécier être dans le chemin, être dans la pratique, être dans le moment, plus vous allez découvrir un panel incroyable d'orgasmes différents et de connexions à votre corps différents et ça, c'est incroyablement alors déjà, c'est incroyablement satisfaisant, mais c'est incroyablement transformateur, en fait, parce que vous découvrez que votre corps a toute une symphonie à vous offrir. Donc ça va même très, très loin. On nous Et apprend rien sur la sexualité à l'école, ouais. que dalle. Oui, non, vraiment très peu et moi, je me souviendrai toujours de, quand j'étais adolescente, au collège, on avait eu une intervenante qui nous avait dit: «Dans faire l'amour, il y a amour». En gros, faites attention à ce que ce soit bien votre amoureux. J'ai trouvé ça tellement, moralisateur, de l'Église C'est chrétienne ça. où je me suis dit: «Mais non, le sexe, c'est la découverte, de plein de choses au-delà de l'amour» et même parfois dans certains courants religieux, sacrés, spirituels, on retrouve un peu cette croyance que, il faut absolument que ce soit une personne avec qui on partage des choses très fortes. Les périodes où peut-être on va multiplier les rapports sexuels, on va effectivement délaisser parfois de l'énergie, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout arrêter et ne faire l'amour qu'avec, avec son amoureux. Non, je suis très d'accord avec toi dans le sens où il y a beaucoup de pratiques spirituelles aujourd'hui qui sont extrêmement moralisatrices. Hem, alors et qu'en fait, pour moi, c'est pas ce que vous faites, c'est la conscience dans laquelle vous le faites. Parce que vous pouvez tout à fait avoir, de multiples partenaires et être dans le respect et la souveraineté à tout moment. Pour une femme, pour moi, c'est vraiment si j'avais un message à transmettre, c'est ça, c'est, contacter votre souveraineté, en fait. Parce que quand on est souveraine dans un rapport sexuel, vous pouvez même vous retrouver dans des je sais pas, vous êtes peut-être, attiré par, le sadomasochisme et en fait la soumission, mais en fait, vous pouvez être dans une position de soumission tout en étant dans votre pleine souveraineté, en fait. C'est pas obligé d'être sale et dégradant. Il y a vraiment tout un c'est dans l'intention qu'on met et dans la conscience qu'on met dans l'acte qui a une importance. C'est pas dans l'acte en lui-même parce que ça peut être très beau, quelle que soit la pratique qu'on choisit. Hem, si on est souverain, alors dans souveraineté, il y a consentement, mais il y a aussi puissance. C'est-à-dire que c'est être consentante d'une situation, mais être aussi créatrice de cette situation. Donc vous participez à et vous participez de et qu'effectivement, vous pouvez avoir plein de partenaires et être conscient. Alors il y a des choses qu'il faut savoir comme, une femme qui fait l'amour avec un homme, elle va porter en elle, l'énergie de l'homme pendant un temps. Donc c'est souvent pour ça qu'après avoir fait l'amour, on est hyper attaché. Donc ça, c'est toujours à prendre avec un peu de distance, parce que c'est un processus hormonal et physiologique, donc faut le savoir. Mais au-delà de ça, il y a pas de mauvaises pratiques sexuelles, en fait. C'est juste mettre de la conscience et de la souveraineté dans tout ce qu'on fait. Et effectivement, quand on est jeune, je pense que c'est aussi une phase d'exploration et de découverte qui est hyper importante, qui est pas du tout valorisée dans notre société et qui se fait souvent dans la honte et qui génère tout un tas de blessures derrière, en fait. Mais, vous pourriez tout à fait il y a des cultures où les rapports entre les adolescents, de manière libre sont tout à fait, tolérés, en fait et valorisés parce que c'est une période de découverte de son corps, de son plaisir, de son désir et de découverte saine. Alors Caroline, une avant-dernière question, donc en Mmh. quoi la reconnexion à l'énergie féminine peut-elle améliorer notre monde? Parce qu'elle peut tout changer. Pour faire succinct, alors c'est un secret pour personne qu'on évolue dans un monde, qui a été, construit sur une énergie masculine souffrante et je pèse le mot de souffrant parce qu'on a si souvent des raccourcis où l'énergie masculine, c'est mal et l'énergie féminine, ce serait bien. C'est très binaire comme vision des choses et en fait, on a tous des parts souffrantes et des parts, entre guillemets «divines» ou de lumière, vous l'appelez comme vous voulez, mais hem, la connexion à notre énergie féminine, déjà d'un point de vue très simple, quand vous êtes connecté à votre corps, vous êtes connecté à votre cycle, vous êtes connecté à la terre. Du coup, vous pouvez pas, en fait, détruire votre milieu et être inconscient à ce niveau-là parce qu'en fait, le lien, il devient réel, palpable et physiologique. Donc ça, déjà, c'est un début. Ensuite, l'énergie féminine est extrêmement créative et elle prend soin d'eux et on a besoin de ça aujourd'hui, en fait, des gens qui sortent un peu de cadre pour créer notre futur et prendre soin de la planète qui nous entoure. Donc pour moi,
c'est avant tout là où ça va changer le monde, en fait, dans l'action. C'est que en fait, plus de féminin, c'est plus de prendre soin, c'est plus de présence. Et, et c'est là où c'est intéressant. Après, on a besoin du masculin pour mettre en action. C'est vraiment, pour moi, en fait, on entend souvent aujourd'hui, ah oui, l'avenir sera féminin, on ne sera pas. Pour moi, l'avenir, il est constitué des deux, en fait. Il est grand temps qu'on se réconcilie ces deux énergies masculines et féminines et qu'on fasse des belles choses ensemble en tant qu'hommes et femmes aussi. Donc, c'est en ça où moi, je travaille plus dans le développement et la danse des polarités, donc dans une juste pousser l'énergie féminine. Elle a besoin, c'est hyper important qu'on ait ces discussions-là aujourd'hui parce qu'on sort de 3 ou 4 000 ans de pression et qu'il faut que ça sorte et que ça circule. Mais il faut bien prendre conscience que si on a juste la volonté de pousser l'énergie féminine, on va juste rentrer dans d'autres déséquilibres. Donc c'est vraiment, ça peut changer le monde, mais ça changera le monde de belle manière si on apprend à danser ensemble. Oui, très important, en fait, ne pas enlever au masculin sa dignité, je crois, Absolument. qui est très importante. Je retrouve parfois la moquerie, le mépris envers les hommes et je comprends, hein, la souffrance qu'il y a derrière. Je l'ai moi-même vécu, on l'a toutes vécu. Mais à partir du moment où on enlève la dignité du masculin, on va rien construire. Rien du tout. Absolument. Et puis c'est notre responsabilité de soigner ces parts blessées de nous-mêmes, en fait. Et c'est pas en attaquant les hommes. D'ailleurs, juste pour masculin et féminin et hommes et femmes, c'est des choses différentes. C'est pas, Oui, voilà. c'est pas genré. Oui, oui. Ça, Voilà, je l'ai c'est pas expliqué genré. dans d'autres podcasts. Je ferai une petite introduction par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est indépendant du genre. C'est des énergies qu'on a tous. Donc, que tu sois hétérosexuel, homosexuel, bi, peu importe, on l'a toutes et tous. C'est ça, on l'a toutes et tous et il faut qu'on apprenne tous à danser. Et typiquement, des femmes qui vont être dans ce rapport-là aux hommes, c'est des femmes qui sont dans un corps de souffrance, en fait. On est dans la souffrance à ce niveau-là et du coup, on va renvoyer la souffrance à l'autre. Alors que c'est pour ça que moi, je suis vraiment partisane du travail interne. Parce qu'en fait, en travaillant sur nous, on travaille sur le monde. Et en fait, on travaille sur notre rapport au monde. Et c'est notre responsabilité en tant que femme d'aller soigner ces parts blessées de nous-mêmes. En fait, il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Et quand bien même on aurait toutes ces demandes, peut-être ça peut faire du bien aux gens, des excuses publiques, des choses, j'en sais rien, mais en fait, ça ne viendra pas vous guérir. Parce que ça doit venir de l'intérieur. Et c'est aussi en ça que la connexion à l'énergie féminine, elle change le monde, en fait. C'est qu'on on change notre rapport au monde, notre façon d'être. Et moi, je le vois même dans ma relation de couple aujourd'hui, où en fait, plus j'ai travaillé sur cette polarité féminine, plus je permets à mon homme de travailler inconsciemment ou consciemment sa polarité masculine, et plus on rentre dans une danse qui est hyper respectueuse de l'autre et admirative de l'autre, en fait. Plutôt que d'être dans le conflit et la comparaison et le dénigrement permanent. En fait. C'est en ça que je dis que l'énergie féminine change le monde, c'est-à-dire qu'elle change le monde à tout niveau. C'est vous connecter à vous-même, vous connectez à votre puissance, vous interagissez différemment autour de vous, vous créez des projets qui sont différents, vous portez une énergie différente. Et en fait, ça fait des irradiations et des effets qui s'étendent vers le monde, en fait, différemment. Donc, oui, concrètement, connecter à votre énergie féminine change le monde, change votre monde et par effet, change le monde. Génial. Et alors, dernière question que j'aime beaucoup poser en fin de podcast. Penses-tu que nous sommes illimités et spécialement pour toi, que les femmes sont illimitées? Absolument. Absolument. C'est rigolo parce que c'est vraiment une vision que j'ai qui est pas forcément partagée par beaucoup de gens dans mon entourage, mais pour moi, en tant qu'être humain, on est avant tout des êtres, alors on est des êtres physiologiques dans la matière, il y a une inertie, il y a tout ce qu'on veut, mais on est des êtres énergétiques. Et en fait, je pense que quand on connecte à sa souveraineté et sa puissance, il y a pas de limite. Là, je vais parler d'un sujet assez intime, mais en fait, c'est ce qui me vient, donc je vais le partager. J'ai accouché de mes 2 enfants à domicile, heu et quand ma fille est née, donc j'ai accouché, dans une pièce, toute seule, j'avais, ma sage-femme qui arrivait, très peu de temps avant l'accouchement. Donc j'ai fait vraiment tout ce travail-là, toute seule et en fait, le fait de faire naître un enfant au travers soi en conscience et entre guillemets, d'avoir la conscience que c'est ton corps qui sait. Cette puissance-là féminine, elle est là. Ça m'a donné des ailes, mais dans des proportions où je sais que je suis capable de tout faire, en fait. Si je me mets dans un projet, je peux tout faire, je peux tout créer, je peux tout fabriquer et hem
il n'y a pas de limite. Et en fait, plus j'avance là-dedans, plus j'ouvre les portes de cette énergie de désir, de cette énergie sexuelle, de cette connexion à son corps, plus je m'aperçois que mon monde intérieur et mon monde extérieur s'expand dans des proportions qui sont juste presque magiques. On en discutait avant, mais des fois j'ai l'impression de vivre dans un film, tellement c'est puissant en fait. Mais oui, je pense qu'on est complètement illimité et que la seule limite qu'on a, c'est tous ces trucs qu'on porte sur nous qu'il faut se débarrasser en fait. Quand Et important, Caroline... Oui, pardon. excuse-moi. Je disais juste quand Caroline parle de puissance, c'est que beaucoup de synchronicité s'active dans sa vie et c'est en lien direct justement avec ce pouvoir retrouvé. C'est absolument ça en fait. Et en fait, quand on fait le mélange de croyances limitantes, tu vois, par rapport à ton podcast, et vraiment aller voir ce qui nous limite. En fait, on a déjà tout à l'intérieur de nous. Moi, cette notion d'aller chercher son meilleur soi, je suis un peu dubitatif parce qu'en fait, je pense que notre meilleur moi, il est déjà dedans. Et qu'en fait, on a juste tout un tas de couches sociétales, éducatives, de blessures qui sont là, et qu'en fait, le job, c'est d'enlever ça pour laisser émerger la beauté qu'on a à l'intérieur de nous et la puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Donc oui, on est complètement illimité, carrément. Super. Caroline, merci beaucoup. Merci infiniment. J'espère que voilà, on délivre de beaux messages futurs pour retrouver notre souveraineté féminine et notre place et d'être en accord avec nos désirs, ce qui nous correspond, tout en respectant les autres. Absolument, ouais. S'il y a un message à faire passer, c'est ça. Aimez-vous pour pouvoir aimer les autres correctement. Génial. Merci Caro. Merci, avec plaisir. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. Personnellement, ce sont surtout les notions de combat et de challenge qui m'ont marqué. En effet, elles impliquent une défiance à notre personnalité alors que nous pourrions avancer en douceur, comme le dit très bien Camille. Cela dit, bon, pour revenir à l'exemple que j'ai cité concernant les orpailleurs en Amazonie, il me paraît malgré tout difficile d'instaurer un dialogue avec eux, puisque nous risquons notre vie, en fait, rien qu'en les approchant. Donc quelle stratégie pourrait s'offrir à nous ? Je me pose la question, et je suis avide de suggestions. En tout cas, vous comprenez pourquoi je change de saison à la suite de cet épisode, puisque cela va modifier mes questions pour les prochaines interviews. N'hésitez pas à me partager vos retours sur vos remises en question, cela m'intéresse grandement. Merci beaucoup et à bientôt.